Dans cette seconde partie, nous allons partir au lac Lugu, où vivent les Mosuo. Ensuite, nous irons voir les étonnantes bâtisses des Qiang avant de rentrer à Lijiang, où nous terminerons notre périple. La religion tibétaine tient une place très importante. Depuis 3 siècles, la population est sous le contrôle de l'école tibétaine des bonnets jaunes, les Gelugpa. Mais les Mosuo ont aussi des croyances beaucoup plus anciennes qui, comme le Dongba des Nashi, dérivent du Bön. Cette antique religion, dont les chamans sont appelés Daba, est encore pratiquée parfois dans les villages reculés. Ici, on ne se marie pas. Les enfants appartiennent à la famille de la mère. C'est elle, avec la participation de ses frères, de ses sœurs et de sa propre mère, qui assure la charge économique et affective de leur éducation. Le père n'a pas voix au chapitre, mais généralement les enfants le connaissent. Cette tradition de l'amour libre est à l'origine du développement touristique actuel, sans oublier la beauté de ce lac qui offre à ses voyageurs de passage la sensation d'une errance céleste. J'ai interviewé cette jeune femme afin de savoir comment hommes et femmes se rencontraient la première fois. La réponse est simple. 像以前的话，就是先去篝火晚会里边跳舞啊，这是时候勾兑了嘛。然后现在的话，条件也比较好了，都有手机啊之类的，可以互相留电话。如果觉得对方都可以的话，就可以开始走婚了。这是这好，我穿是我是他的。 Voilà, rendez-vous pris pour ce soir. Rock venait souvent ici. Pour gagner la région, il se déplaçait toujours avec une longue colonne de chevaux et une petite armée qui était en charge de sa protection et de celle de ses précieux livres. Il habitait sur cette île. Voici sa maison, qui lui était prêtée par un dignitaire. J'ai retrouvé une vieille photo de 1926 où on voit Joseph Rock assis devant cette petite bâtisse. Voici la photo, 1926, on retrouve le même bâtiment. Évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de végétation, on ne peut plus voir le lac. Rock avait bon goût. Depuis son petit belvédère, chaque soir, il pouvait admirer les nuances délicates qui irisaient le lac. Sur cette île, il travailla beaucoup à la traduction des pictogrammes Nashi. La légende raconte aussi qu'il lui aurait laissé quelques enfants. Si ces femmes nous racontaient leur vie amoureuse, nous serions peut-être parfois étonnés. La règle qui régit les rencontres nocturnes est simple. L'amant doit arriver discrètement à la tombée de la nuit et quitter la chambre de sa belle au petit matin pour retourner dans la maison de sa mère.
Cette tradition, où femmes et hommes s'unissent pour le temps d'une rencontre, qui peut durer une nuit, un mois ou une vie, présente bien des avantages. Fidélité et jalousie, qui, dans nos sociétés, sont à l'origine de bien des conflits, deviennent des mots obsolètes. Laissons le lac Lougour pour gagner maintenant un petit village où depuis quelques années, je passe régulièrement plusieurs mois en compagnie d'une famille Moswo des plus accueillantes. Ils habitent ici, à Dzebu. À mon arrivée, je découvre le lama de la famille préparant, comme il les appelle, d'étranges petits bouddhas afin que sa petite fille soit reçue à ses examens scolaires. Avant de les mettre définitivement en forme, il verse délicatement à l'intérieur des cuillerées de blé ou de fèves écrasées, parfois aussi du riz, du millet ou des haricots. Ces 5 céréales, qui sont à la base de toute la nourriture chinoise, sont considérées comme étant plus précieuses que les perles et le jade. Une fois terminés, ces petits cônes seront déposés aux pieds du Bouddha dans un geste d'humilité et de remerciement. En échange, celui-ci devrait conduire la jeune étudiante sur le chemin de la réussite. De son côté, sa femme, qui est le chef de famille, appelée la Dabu, moud des graines de maïs. Dans la cour, la mère de la Dabu, 92 ans, égrène inlassablement les 108 perles de son chapelet, correspondant au nombre d'épreuves que dut subir Bouddha avant d'atteindre l'illumination. Chez les Moswo, on cuisine par terre. Tout se passe dans la pénombre. Pas de fenêtre pour éclairer le quotidien. La veille, j'avais pris rendez-vous avec le chaman local, appelé ici Dapa. Je souhaitais lui poser quelques questions sur leurs croyances. Il me parle rapidement des rites funéraires accompagnant la mort, car malheureusement dans le village, un homme vient de décéder. Au petit matin, suivi par les proches et les habitants du village en pleurs, le cercueil est porté sur le site funéraire. Le corps a été mis en position fœtale à l'intérieur du cercueil en bois, symbolisant ainsi sa future renaissance. La crémation, c'est l'affaire des lamas. Dans la lumière grise et triste d'un jour qui ne veut pas se lever, ils chantent des passages du livre des morts, prescrivant à l'esprit l'attitude à suivre pour sa renaissance. Le mystère de la mort et du cycle infernal des réincarnations est maintenant entre leurs mains. Aussitôt le foyer allumé, tous regagnent le village,
laissant les lamas officiers. Pour que l'âme du défunt ne manque de rien, lors de son long et périlleux voyage de retour sur la terre des ancêtres, les lamas versent régulièrement dans le feu tous les produits de la terre. Chez les Mosuo, du fait de l'association de leurs croyances ancestrales et du bouddhisme tibétain, l'esprit du défunt est confronté à une double problématique. Retourner sur la terre des ancêtres tout en se réincarnant. La crémation terminée, le trône du grand lama, maître de cérémonie, qui a déjà quitté les lieux, est redescendu au village. À Dzebu, la vie a repris. Nous sommes en juillet. Les rizières demandent un entretien quotidien. Ces nuages sont malheureusement annonciateurs de pluie qui, le lendemain, perturba la fête de la montagne sacrée, le refuge de Gemu, leur déesse depuis toujours. Comme chaque année, les Mosuo se pressent à ses pieds pour lui demander sa protection, et puis Gemu, c'est aussi la déesse de l'amour. Ce culte très ancien est le plus important de l'année. La météo n'étant pas de la partie, une mer de parapluies grimpe sur les flancs de la grande montagne. Avec l'arrivée des Tibétains au XVIIe siècle, les Mosuo furent contraints d'adopter le lamaïsme. Malgré cela, ils continuèrent à pratiquer ce pèlerinage annuel, mais depuis en présence des lamas. Voici la petite fille du lama, celui qui faisait de petits bouddhas. Vous me croirez si vous voulez, mais elle a été reçue brillamment. Les Chinois n'ont jamais apprécié ces minorités qui pratiquaient l'amour libre. Pendant la révolution culturelle, on força les Mosuo à se marier. Bien avant, à Lijiang, en 1736, la dynastie chinoise des Qing avait déjà imposé ses valeurs culturelles, dont la chasteté et le mariage étaient la pierre angulaire. À l'époque, de nombreuses femmes nashi se suicidèrent en signe de protestation. Cette tradition nashi est assez étonnante pour que nous nous y arrêtions un instant. Dans le petit village nashi de Wumu, il m'avait été raconté que les grottes où les désespérés allaient se suicider se trouvaient au sommet de cette montagne qui domine les gorges du Yangtze-Kiang. Ces lieux étant tabous, il me fut difficile de trouver quelques compagnons prêts à m'aider dans cette délicate recherche. La position précise des grottes est pratiquement inconnue de la majorité des habitants du village. Ce sont des histoires d'amour contrariées qui sont à l'origine de cette étonnante coutume nashi. Les mariages étant imposés par les parents, pour échapper à celui-ci, le suicide était alors la seule solution qui s'offrait aux amants. Cette tradition du suicide d'amour tire ses racines des livres Dongba qui racontent la triste histoire de Kamejo Miji, la première jeune fille nashi à mettre fin à ses jours.
La progression vers le sommet se complique. La végétation est dense et retrouver une grotte dans cette mer d'arbustes n'est pas simple. Nous explorons méticuleusement ce secteur qui, d'après mes compagnons, devrait en cacher une. Nous en avons déjà visité quelques-unes, mais toujours rien, jusqu'à ce moment précis où nous découvrons une petite falaise recélant une cavité. En découvrant à l'intérieur cette arbalète, j'ai compris que cette coutume du suicide n'était pas une légende. Ces étagères sont la preuve que les amants s'étaient organisés pour passer ici les derniers jours d'un amour violent que les règles chinoises leur avaient définitivement interdit. Un peigne, une pipe, les vestiges émouvants d'un amour impossible. Personne ne venait les chercher. Ces lieux étaient sacrés. Dans le village, les habitants n'en parlaient pas, mais tous étaient au courant du drame qui se jouait là-haut. Au dernier soir, les amants allumaient un feu, puis ils s'empoisonnaient et attendaient la mort. Quelques heures plus tard, leurs âmes s'envolaient pour gagner un pâturage proche situé au pied du dragon de jade et qui serait à jamais leur dernière demeure. Aucun Nongba n'ayant pu pratiquer la cérémonie du retour des âmes sur la terre des ancêtres, ce chemin leur restait inconnu. Ils étaient enfin entrés au paradis, unis pour l'éternité, protégés par la montagne du dragon de jade, qui depuis toujours veille sur les amours incompris du peuple Nachi. Mais dans la tradition Nachi, les âmes de ceux qui décédaient de mort naturelle repartaient dans le nord du pays, sur cette terre que leurs ancêtres quittèrent il y a bien longtemps. Cette formidable barrière montagneuse de la région tibétaine du Kham en marque l'entrée. Les monts Gongga. C'est là, depuis les temps immémoriaux, que les esprits du peuple Nachi ont élu demeure. Rock explora lui aussi ce massif montagneux après son immense déception à l'Amnier Matchen. Il prit cette photo du plus haut sommet, le Minyakongka, et comme pour se venger, il envoya par la suite au Washington Post un câble qui est resté célèbre dans les annales. 8 mois plus tard, se rendant compte du ridicule de son affirmation, il réduira cette altitude à 7802 mètres, pas très loin de la réalité, qui est de 7556 mètres. Depuis le lieu de cette controverse géographique, j'ai tenu à gagner le village Chiang de Taoping, situé dans les contreforts montagneux du Sichuan. Alors, la particularité de ces villages Chiang, vous l'avez devant vous, ce sont ces étranges tours qui peuvent atteindre d'ailleurs une bonne trentaine de mètres de haut. Tous les villages sont en pierre, installés sur les flancs des montagnes. Ces tours étaient des tours de guet, il ne s'agissait pas d'habitations. Les Chiang, rappelez-vous, ce terme était employé par les Chinois de l'Antiquité pour nommer toutes les tribus nomades qui vivaient à l'ouest de la Chine et dont faisaient partie les ancêtres des Nachi et des Moswo.
Un de leurs chamans vit dans un village situé sur les hauteurs. Pour savoir si ces minorités ont encore quelques valeurs culturelles communes, rendons-lui visite. Ce sorcier de 92 ans vit là, dans ce village isolé. Ma curiosité est grande car je me demande si cet homme aura des points communs avec les Dongba. Nous sommes gentiment accueillis par sa femme et lui-même. Je fus très intrigué par ces livres. Ces ouvrages d'un autre temps sont écrits en chinois. Ici, pas de pictogramme. Ces livres traitent de médecine ou parlent du feng shui, cette science chinoise dont le nom signifie littéralement « le vent et l'eau ». C'est un art taoïste vieux comme la Chine et dont le but est d'harmoniser l'énergie d'un lieu pour favoriser la santé et la prospérité de ses occupants. Ce vieux chaman me laisse admirer quelques-uns des objets qu'il arborait autrefois lors des cérémonies rituelles. Sur sa coiffe, je retrouve comme chez les Nashi l'influence du bouddhisme. Abba Mula, le premier sorcier Chiang, vint du ciel. En arrivant sur Terre, son livre sacré fut dévoré par un mouton. En Chine, ces peuples ont finalement tous des histoires analogues, d'ancêtres descendant du ciel et de livres disparus. Chez les Mosuo, ce sont des lamas affamés qui engloutirent leurs textes sacrés. Une grenouille avala ceux des Nashi que nous retrouvons pour terminer notre voyage. Lijiang, aujourd'hui, c'est aussi cette cité moderne qui, heureusement, reste à taille humaine. Même au plus fort de la circulation, je ne mets jamais plus de 15 minutes pour traverser la ville. Cela va-t-il durer? Ceci est une autre histoire. En ville, lors du Nouvel An, l'atmosphère est animée. Les Nashi ne manquent jamais de venir acheter sur ce marché un arbre ou une fleur. Une vieille tradition qui nous rappelle la proximité de cette population avec la nature. N'oublions pas qu'ils en ont fait le temple de leur prière. À Lijiang, le Nouvel An est la fête la plus importante. Les lampions sont sortis, la ville est en effervescence, on se presse pour les derniers achats, l'atmosphère est joyeuse, les repas seront copieux. Dans des lieux plus reculés, le Nouvel An prend une forme tout à fait différente. Cette année, j'ai été invité dans un village particulier situé sur les hauteurs du Yangtze. Le panorama est somptueux. La célèbre première boucle du fleuve au sable d'or.
sommes à Dacheng, village Nashi certes, mais où l'influence tibétaine est assez marquée, tant au niveau de la langue, des vêtements que des traditions. Les habitants de Lijiang ne comprennent rien au dialecte de ces villageois qui, chaque année, célèbrent le Nouvel An avec des danses qu'ils sont les seuls à pratiquer. Entre deux danses, les pantomimes se succèdent. Ces deux hommes miment leurs dernières aventures de chasse. La journée avance et dans la cuisine, les anciens, qui ne boivent pas que de l'eau, papotent au coin du feu ou poussent la chansonnette. Cette année, événement exceptionnel, le maire du village a loué un projecteur numérique et le silence de la nuit qui tombe sur le Yangtze est brutalement interrompu par le bruit d'un avion qui vient de rater son atterrissage. Sur la place du village, la guerre sino-japonaise est de retour. Les plus jeunes n'emmènent pas large, car le film est violent. Le film terminé, les danses se sont poursuivies toute la nuit. Le lendemain, au petit matin, tous dévalent joyeusement la rue du village. Sur les berges de cette rivière, ils brûlent alors tous les éléments de cette fête. Par ce geste, ils se débarrassent symboliquement de tout ce qui a été négatif au cours de l'année écoulée. Une nouvelle année du calendrier lunaire vient de prendre naissance. Ils espèrent tous qu'elle leur apportera santé, bonheur et prospérité. Cet hiver-là, le Nouvel An terminé, le temple tibétain de Puji fut le siège d'une cérémonie grandiose.
Les ouvrages que Rock avait fait imprimer au monastère de Choni furent offerts à ce temple des environs de Lijiang. À l'intérieur, plus de 4000 textes d'enseignement bouddhique regroupent les paroles du Bouddha Siddhartha et des milliers de sutras et tantras. Cet événement considérable fut célébré par de nombreux nashis des villages de la région. Le premier contact des nashis avec le bouddhisme eut lieu au XIIIe siècle avec l'arrivée des troupes mongoles de Kubilai Khan. Par contre, ce n'est qu'au XVIIe siècle que les seigneurs de Lijiang adoptèrent réellement cette religion en se convertissant au Karmapa, l'une des deux grandes branches du bouddhisme tibétain, parfois plus connue sous le nom de bonnet rouge. L'observation des acteurs de la fête, notamment la diversité de leur tenue, nous laisse comprendre qu'aujourd'hui le peuple nashi est constitué de groupes différents. Ils ont certes tous une racine commune, mais au cours de leur histoire, les nashis, vivant dans des régions proches du Tibet, ont été influencés par cette culture et en ont adopté certains éléments. Après la fin de ces festivités, l'hiver s'est doucement effacé et à Lijiang, le printemps est de retour. Les vacanciers s'y pressent car aujourd'hui Lijiang est devenu un must. Quelles sont les raisons du développement touristique prodigieux de ce coin perdu de la Chine en une vingtaine d'années? J'ai posé la question au Dr. Rock. 知名学家，那个不如曹德伟是说的嘛，是他明确那叫其他那个，哎呀，咱国人们是要我理解保护人嘛，哦嘞，这去的我然的是要。 我去过的嘛是，所以我去过采访的嘛，去了最理解到最好的为啥他表明什么？去偏为啥说要留科外国咋理解的嘛？我了留科外国对，确实么是要起过很大的作用。 En fait, le début du développement touristique est lié au tremblement de terre qui ravagea la ville en 1996. À cette époque, les images diffusées à la télévision firent découvrir aux Chinois une vieille ville fascinante dans une région grandiose. En pleine expansion, la Chine était à la recherche de nouveaux marchés touristiques. Les pistes furent remplacées par des routes asphaltées, un aéroport fut construit et récemment une voie ferrée.
Cette cité fut classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Résultat, aujourd'hui, 7 millions de touristes, en majorité chinois, visitent chaque année ces ruelles d'un autre âge, dont les canaux étaient autrefois alimentés par des roues à eau. La nuit venue, ils envahissent la vieille ville en groupe compact. Il y a 20 ans, lors de mon premier séjour à Lijiang, il n'y avait dans la vieille ville qu'une seule auberge, avec 4 petites chambres donnant sur une courette carrée. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 et des dizaines d'hôtels modernes, parfois de très grand luxe, qui se battent pour ramasser la manne monétaire représentée par ce tourisme de masse. Les Chinois découvrent leur pays et, ma foi, quoi de plus normal ? La nuit tombée, la ville devient une incroyable kermesse. C'est à qui montera la sono de son bar au plus fort. De ce fait, la réputation de Lijiang pâtit un peu aujourd'hui de ce bruit terrible qui sert de toile de fond aux noctambules chinois. Les Naxi ont toujours suivi les Han. Leurs élites se sont judicieusement soumises à l'autorité des Ming puis des Qing. Les Mosuo, du fait de leur isolement, beaucoup moins. Cependant, malgré leur fierté d'être chinois, ces deux groupes sont aussi les héritiers d'une tradition locale digne d'intérêt. Ils se ressentent comme des peuples à part entière, avec leurs propres valeurs et leurs propres traditions que ce voyage nous a fait découvrir et qui passionna au plus haut point Joseph Rock, qui nous a laissé un héritage unique sur ces cultures du bout du monde.